Je n'ai pas vu un seul territoire dans lequel l'intercommunalité n'a pas changé la vie quotidienne des habitants. Les intercommunalités sont les maîtres d'œuvre de la transition écologique dans les territoires. Une interco, quelle que soit sa strate, elle gère des compétences majeures. Une autre conviction, c'est que le bassin de vie est le bon échelon. On veut du sur-mesure pour nos territoires, on ne veut pas que tout soit décidé d'en haut et on veut une visibilité. Une forme de souplesse et surtout de sur-mesure qui fait la richesse de l'intercommunalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'Intercommunalité de France. Au programme, des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre 4e épisode, nous sommes reçus par Guillaume Chevillard. Géographe, il est spécialisé des questions de santé et de répartition de l'offre médicale sur les territoires. Bonjour Guillaume Chevillard. Bonjour. Vous êtes donc géographe, chercheur à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, l'IRDES. Vous avez notamment écrit le livre Remédier aux déserts médicaux ainsi qu'une note sur laquelle on va revenir dans cet entretien, l'intercommunalité initiatrice et bénéficiaire d'instruments face à la désertification médicale. On va commencer cet entretien en parlant du constat. Je trouve intéressant ce que vous écrivez. La désertification a d'abord concerné des territoires ruraux, puis elle a gagné les territoires urbains et périurbains, et maintenant ce sont aussi les grandes villes. Exactement, en fait, historiquement, c'est plutôt un problème, vous l'avez dit, qui a débuté dans les zones rurales, dans les années 2000 à peu près, au début des années 2000, et en fait, du fait d'un problème de raréfaction de la ressource médicale, donc de la diminution du nombre de médecins généralistes, et ben c'est un phénomène qui a gagné progressivement tous les territoires, y compris, vous l'avez dit, les plus grandes villes. Donc on est désormais dans une situation où en fait concrètement les Français de nombreux territoires, y compris urbains, ont des difficultés pour accéder à un médecin généraliste. En fait, il manque des médecins partout. Quasiment partout. Alors c'est vrai qu'il y a des territoires où ça se pose beaucoup plus. On a toujours des problématiques spécifiques pour les territoires ruraux les moins attractifs, dans lesquels on manque encore plus de médecins, mais désormais c'est vrai qu'on en manque partout. Après, il y a certains territoires mieux dotés que d'autres, certains littoraux, grandes villes, qui sont mieux dotés en moyenne, mais globalement, le nombre de médecins diminue partout et on commence à en manquer partout. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, pas que dernièrement d'ailleurs, et où les politiques se saisissent de ce problème, mais sans avoir réellement de solution. Oui, alors c'est vrai que c'est un problème qui a maintenant quasiment 20 ans. Il y a eu, on va y revenir sûrement, mais un certain nombre de mesures qui ont été expérimentées puis déployées, et il y a eu des tâtonnements, des choses qui ont été faites, qui ont marché, d'autres non. Mais actuellement, on est toujours à la recherche de solutions nouvelles, voire supplémentaires, pour compléter celles qui existent déjà. Donc c'est vraiment toujours une situation un peu, c'est important de l'avoir en tête, problématique, puisque cette désertification médicale, elle va encore durer quelques années, d'après les projections, encore, on va dire, jusqu'à la fin de la décennie. Et donc, on est dans une situation transitoire où l'accessibilité aux médecins généralistes ne va pas s'améliorer tout de suite, donc on cherche toujours des moyens d'améliorer cette accessibilité aux médecins généralistes partout. Et quel est l'horizon justement? Jusqu'à quand on est face à cette difficulté? Il me semble avoir lu dans votre étude que c'est 2030, c'est ça? Oui, alors c'est encore une fois des projections du ministère de la Santé, donc c'est pas forcément quelque chose de réaliste, hein, c'est pas une prévision. Pour autant, on sait à peu près les effectifs qui vont commencer de médecins généralistes, qui vont commencer à réaugmenter d'ici 2027-2028. Ensuite, vous avez la population française qui augmente et qui vieillit, ce qui fait qu'en termes d'offres disponibles par habitant, ça va progressivement réaugmenter à partir de 2030, mais sachant qu'on sera tombé assez bas. Et ensuite, ça va s'améliorer progressivement jusqu'à 2035, 2040, etc., où là, on aura des situations mieux qu'actuellement, à partir de 2035 notamment. Mais donc là, on a encore 5-10 années encore un peu compliquées, en tout cas à organisation similaire. Donc il faudra innover.
Le pourquoi, en fait, ça vient d'où? Quelles sont les causes? On a l'impression que ça fait des années pourtant qu'on parle de ce problème de la désertification médicale. Tout à fait. Alors il y a souvent une cause qui est mise en avant, en tout cas historiquement, c'est la politique de formation des médecins qui a été longtemps celle du numerus clausus. Donc on limitait un nombre d'étudiants en médecine chaque année, donc ça a été mis en place dans les années 70 à l'initiative alors pas que des médecins, donc des médecins, de l'assurance maladie et de l'État. Tout le monde était d'accord, c'était vraiment consensuel à l'époque. Puisque les médecins y voyaient un moyen de limiter la concurrence, l'assurance maladie de limiter les dépenses, et donc tout le monde s'y est retrouvé. Donc on est dans les années 70, maintenant ça nous semble aberrant, mais il y avait ce consensus. Ce qui fait que là, on a eu un numerus clausus assez resserré dans les années 90, on a une spécialité de médecine générale qui est moins attractive que d'autres, ce qui fait qu'actuellement, et pour les années qui arrivent encore, on a plus de départs à la retraite de médecins généralistes que vous avez d'installations. Ce qui fait que donc notre offre de médecins disponibles diminue. Donc ça, c'est un premier facteur, c'est ce numerus clausus qui a été augmenté progressivement, puis supprimé récemment. Mais là, le temps que ça fasse effet, puisqu'il faut 10 ans pour former un médecin, on en verra que les effets plus tard, et il y a l'héritage de la situation passée. Donc ça, c'est vraiment ce levier-là, cette cause-là qui est la principale. Et après, il y a d'autres choses, on y reviendra probablement, le fait que les médecins peuvent s'installer où ils le souhaitent, le fait que les territoires ne sont pas tous autant attractifs les uns que les autres, et aussi que les politiques qui ont été déployées jusqu'alors n'ont pas toutes été forcément efficaces. Est-ce que c'est un problème qu'on n'a pas vu venir? On aurait pu penser que, à la fois du côté du vieillissement de la population et du vieillissement des médecins, et donc d'un problème au niveau de la demande, on aurait pu peut-être un peu mieux anticiper en fait cette question des déserts médicaux. C'est vrai que c'est dur de vous répondre, mais en effet on le savait et pour les médecins et pour la population. Vous avez des premières projections qui ont été faites au début du siècle, du ministère toujours, dans les années 99, où alors à l'époque on avait une démographie confortable, mais déjà, certaines personnes annonçaient un déficit à venir de médecins qui allait être creusé aussi par le vieillissement de la population. Pour autant, ça a été très long à être corrigé, etc. Donc c'est vrai que il faut le dire, cette politique du numerus clausus, qu'on n'a pas tenu compte, qui n'a pas tenu compte non plus des changements d'aspiration des médecins, qui ne sont pas les mêmes, qui travaillent différemment, etc. Ça a été une erreur et on en paie aujourd'hui le prix. C'est la principale explication au problème qu'on a actuellement. Il y a quelques jours, Agnès Firmin-Lebaudot, justement, parlait de ce problème. Elle disait, oui, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, pour remplacer un médecin, il en faut presque 2. Alors oui, je ne sais pas sur quel chiffre elle se base en termes d'activité, mais c'est peut-être pour illustrer 2 choses. La première, c'est qu'en effet, pour des médecins généralistes libéraux, les jeunes médecins travaillent un peu moins que leurs aînés, mais on est quand même sur des semaines autour de 55 heures en moyenne, hommes et femmes en moyenne. Et puis vous avez de plus en plus de médecins généralistes qui se tournent vers le salariat. Donc ils sont salariés, ils travaillent 39 heures par semaine. Et donc ça cumulé fait qu'en fait, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, il faut, parmi les jeunes médecins qui arrivent sur le marché du travail, il en faut davantage pour compenser leurs aînés qui, eux, travaillaient plus individuellement, en moyenne. D'autres envies, c'est vrai, et puis il y a d'autres envies de travailler différemment, notamment en travaillant en groupe avec d'autres médecins. Exactement, et ça c'est vraiment un marqueur très fort depuis 10 ans, c'est que les jeunes médecins plébiscitent très fortement l'exercice en groupe. Donc c'est maintenant majoritaire dans l'ensemble des médecins, c'est plus de 80% des jeunes médecins qui travaillent en groupe. Et alors que dans les années 2010, vous aviez plus de la moitié des médecins qui exerçaient seuls dans leur cabinet. Ça, c'est vraiment un modèle qui est plus du tout plébiscité par les jeunes médecins. Si on parle des leviers maintenant, il y a les leviers d'abord nationaux. Qu'est-ce que la France peut faire au niveau notamment du gouvernement? Pour faire très simple, depuis 20 ans à peu près, 3 types de leviers qui ont été déployés par les pouvoirs publics. À l'échelle nationale, mais ça a des répercussions localement. Le premier levier, on en a parlé, c'est de jouer sur le nombre de médecins disponibles. Donc il y a 2 leviers principaux dedans. La formation des médecins, on en a parlé, donc d'augmenter le numerus clausus, le supprimer pour qu'il y ait plus de médecins formés
et donc plus de médecins généralistes. Et le deuxième, c'est de recruter des médecins déjà diplômés, donc de recruter des médecins diplômés à l'étranger, ce qui est moins le cas, qui existe moins pour les médecins généralistes libéraux de premier recours, qui concerne plus, par exemple, les petits hôpitaux qui cherchent des médecins salariés. Donc ça, c'est une première famille de réponses, augmenter les effectifs de médecins. La seconde partie de réponse, qui a aussi structuré la politique de lutte contre les déserts médicaux, c'est d'attirer les médecins dans les zones où on en manque, donc dans les déserts médicaux. Les attirer, les maintenir, donc avec, pour faire simple, 2 leviers. Des incitations financières que je ne vais pas égrener, elles sont nombreuses et déployées depuis 2005, donc pour attirer ces médecins dans ces territoires, avec l'idée que ceux qui y vont gagnent plus d'argent. Et la deuxième, on en a un petit peu parlé, c'est d'améliorer les conditions d'exercice, notamment via les maisons de santé, donc en offrant des conditions d'exercice où les médecins peuvent être en groupe avec d'autres médecins, mais aussi d'autres professionnels de santé, infirmiers, masseurs kinés, sages-femmes, etc. Donc ça, c'est vraiment pour réorganiser attirer les médecins dans ces déserts médicaux, c'est le deuxième levier. Et enfin, un troisième levier plus récent et aussi tout autant efficace, c'est de réorganiser les services existants en actant du fait qu'on a moins de médecins, donc il faut s'organiser différemment et libérer du temps médical. Donc ça peut être libérer du temps administratif, comme avec les assistants médicaux, qui vont permettre aux médecins de se concentrer un peu plus sur le temps médical, et ça peut être aussi de revoir les fonctions entre soignants et professionnels de premier recours, donc par exemple en s'appuyant sur des infirmières ASALées, sur des infirmières de pratique avancée, sur des structures comme les maisons de santé qui permettent un exercice coordonné entre médecins, infirmiers, kinés, qui permet là aussi de libérer un peu de temps médical, etc. etc. Donc c'est de se réorganiser pour libérer du temps médical dans ce contexte qui va encore durer quelques années de raréfaction de l'offre. Donc voilà pour les 3 grandes familles de réponses nationales. Vous avez parlé des incitations. Quel retour on peut avoir? Vous avez dit on en fait depuis 2005. Est-ce que ça marche? Alors, il y a 2 types de retours. Un premier retour, c'est une enquête qui a été faite assez récente auprès d'un panel de médecins généralistes, une enquête qui est faite par l'adresse avec l'ORS PACA, à qui donc, il pose des questions à 3000 médecins représentatifs des généralistes, et on leur demande qu'est-ce qui a joué dans votre lieu d'installation actuel. Et donc il y a 3 choses qui ressortent, ce sont les attaches familiales, le fait de pouvoir exercer en groupe et la présence de services dans le territoire. Et de l'autre côté de l'échelle, ce qui ressort le moins, c'est justement les incitations financières. Donc c'est ce qui est le moins plébiscité, d'après cette enquête, par les médecins au moment de l'installation. Ça ne veut pas dire que ça ne joue pas, mais c'est ce qui est le moins plébiscité. Et ensuite, en termes de, si on s'intéresse à ces mesures, il y en a qui émanent de l'État, vous avez des exonérations fiscales, vous avez plein de choses, vous avez des aides de l'assurance maladie, des majorations d'honoraires, etc. On n'a pas de réelle évaluation de ces dispositifs, au sens où on ne sait pas ce qu'elles ont produit comme effet. On sait juste, on a quelques bilans de la Cour des comptes qui ont été faits là-dessus et qui permettent quand même d'estimer le coût et puis les installations permises. Et donc dans les bilans qu'ils ont faits, qui datent un peu, en fait ils estiment que ça coûte quand même beaucoup d'argent pour pas beaucoup d'installations effectives, avec surtout aussi des effets d'aubaine, c'est-à-dire que ça bénéficie à des médecins déjà en place, ça n'attirait pas forcément des nouveaux. Pour autant, on n'a pas vraiment d'évaluation robuste au sens une période avant le déploiement de dispositifs, des groupes de contrôle, etc., comme on en a pour d'autres dispositifs. Donc c'était la principale mesure qui a été déployée par les pouvoirs publics, y compris par les collectivités locales aussi, de faire des incitations financières, mais c'est quelque chose sur lequel, au final, on a peu d'éléments évaluatifs, mais on sait que c'est pas ce qui prime chez les jeunes médecins. Sur la question du recrutement à l'étranger, certes, c'est vrai que ça peut améliorer notre situation, mais est-ce que c'est pas aussi aller déplumer nos voisins européens? La situation, c'est quoi aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est une problématique plus large qui s'inscrit dans des problématiques de migration. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'en fait, le problème de recruter des médecins diplômés à l'étranger, c'est que souvent, on va chercher dans des pays qui manquent déjà de médecins. Donc en fait, on ne fait que creuser le déficit. Alors il peut y avoir des bons côtés, c'est-à-dire que la littérature est un peu partagée là-dessus, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes d'accaparement de la ressource médicale, et puis vous pouvez avoir aussi des médecins qui vont
en France ou dans un autre pays, puis qui reviennent dans leur pays 5-6 ans plus tard et qui se sont formés et qui rapportent quelque chose. Donc là-dessus, il y a vraiment les deux regards, mais c'est vrai que vous avez raison, nous, quand on regarde les médecins généralistes diplômés en Europe, ils viennent de Belgique, d'Italie, de Roumanie principalement. En Roumanie, par exemple, on sait qu'il y a des problématiques déjà de manque un peu de médecins. Donc là, ça vient accentuer ça. Mais c'est à mettre au regard aussi de politiques locales de certaines universités qui se sont spécialisées dans la formation d'étudiants pour les exporter, puisque ça bénéficie à l'université, à la collectivité, et en fait c'est aussi une politique assumée. Donc il faut aussi le mettre en regard de ce qu'on sait, voilà. Et ça recoupe avec la question du numerus clausus. Finalement, si on forme des Français à l'étranger, pourquoi on ne le fait pas tout simplement en augmentant le nombre de places en France ? Exact. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que à l'époque, avant l'ouverture et la suppression du numerus clausus, c'était une voie de contournement du numerus clausus. Notamment, vous avez une université à Cluj, en Roumanie, qui est spécialisée là-dedans. Vous avez même des étudiants français qui vont se former puis qui reviennent. Puis après, vous avez des étudiants roumains, par exemple, qui vont en France. Mais tout à fait, c'était une voie de contournement. Maintenant, avec les données plus récentes, je sais pas trop si cette politique est aussi forte dans ces pays, mais toujours est-il qu'on a toujours des flux de médecins formés à l'étranger qui viennent. Donc, encore une fois, c'est une solution possible, mais à mettre en regard de ce que ça coûte au pays de départ. Ouais. Si on prend une question qui va pouvoir justement faire le lien entre les leviers nationaux et les leviers locaux, quand on fait des reportages sur cette question-là et qu'on rencontre des médecins, ils nous disent souvent « mais moi j'ai envie uniquement de faire de la médecine, d'avoir du temps pour être médecin et donc de ne pas perdre de temps avec les tâches administratives par exemple et de secrétariat ». C'est une réelle volonté aujourd'hui des médecins de se concentrer sur leur métier premier ? Oui, alors vous pouvez avoir... vous avez des aides spécifiques de l'assurance maladie, par exemple, pour recruter un assistant médical. C'est plutôt, une mesure nationale. Et vous pouvez avoir, d'un point de vue local, là encore, c'est plutôt des mesures nationales. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des exonérations sur les charges patronales quand vous employez, par exemple, une secrétaire aussi, dans une zone de revitalisation rurale. Donc ça, c'est un dispositif national. Mais c'est vrai que localement, ce que vous dites, c'est un constat qui revient énormément. Beaucoup de médecins sont un peu dépassés, voudraient avoir plus de temps médical pour soigner, mais ils n'ont pas l'organisation forcément qui le permet. Donc c'est là l'État, l'assurance maladie qui peuvent venir aussi aider là-dedans, en partie. Ou les collectivités d'ailleurs, avec cette question du salariat, parce qu'on le voit par exemple avec l'exemple du département de Saône-et-Loire, tout l'administratif des médecins qui sont recrutés en tant que salariés par le département est géré par le département. Donc là, ça leur redonne du temps de médecine. Tout à fait. Et la Saône-et-Loire, c'est un bon exemple puisqu'ils ont bien maillé leur département. Et justement, c'est un peu clé en main, c'est-à-dire que les médecins arrivent, ils sont salariés, ils ne s'occupent pas du tout de la partie administrative, ils font leur travail, etc. Et puis ils rentrent chez eux, et toute cette partie-là, ils en sont déchargés, donc c'est quelque chose qui plaît énormément aussi à certains jeunes, et qui marche de mieux en mieux aussi, puisque ça répond un petit peu à cette demande-là de passer plus de temps médical et moins de temps dans la paperasse. Donc complètement, les intercommunalités là-dessus, les collectivités locales ont la main. Ça peut être les départements, mais des intercos aussi pour, avec ces centres de santé, agir aussi pour attirer des jeunes médecins. Ouais. Les autres leviers pour les collectivités, ce sont lesquels ? Alors, ça va être une partie qui peuvent être, on va dire, redondante avec les mesures nationales. Donc vous avez quand même aussi, depuis la loi de développement de territoires ruraux de 2005, des collectivités, communes, interco, départements qui ont la main sur cette thématique. Donc ça va être aussi des incitations financières, ça peut être des bourses d'études par exemple pour des étudiants en médecine, ça peut être de prêter des locaux, d'avoir des loyers, de faciliter des loyers avec un accès assez simple. Donc là ça va être des aides financières, des aides à l'installation, des aides matérielles. Après il y a des aides un peu immatérielles, on va aider le conjoint à trouver un emploi, etc. Et puis vous avez des départements, par exemple, où ça peut être un peu plus structuré. Par exemple, dans l'Aveyron, ils ont fait vraiment un travail de guichet unique où
il cible vraiment les internes en médecine générale, les remplaçants et les jeunes médecins pour faire connaître le territoire. Donc là, il y a toute une politique, en plus des aides dont je vous ai parlé, il y a des politiques pour accueillir les internes. Donc ils ont densifié le nombre de maîtres de stage pour accueillir ces internes. Ils font connaître le territoire pendant l'internat avec des week-ends, découvertes, sensations sportives, culinaires, etc. Donc il y a aussi ce côté de vendre un peu le territoire, de le faire connaître, de casser les préjugés sur ce que peut être un territoire rural par exemple. Donc vous avez ça et vous avez une multitude vraiment d'initiatives locales très diverses à la mesure de la diversité des territoires en France. Ça va aussi de la création d'une maison des internes dans certains territoires, d'avoir une antenne délocalisée d'un internat dans d'autres, etc. etc. Donc les collectivités peuvent avoir la main là-dessus et notamment sur l'accueil des étudiants en formation. C'est vraiment un moyen de faire connaître le territoire et de fidéliser aussi potentiellement des futurs médecins. En tout cas, c'est le parti qu'a pris par exemple Aveyron et d'autres départements là-dessus. Ouais. Oui, c'est du marketing territorial finalement, mais avec quand même sur cette question quelque chose qui est important à noter, c'est qu'elles se retrouvent, les collectivités, en concurrence les unes avec les autres, parce que des médecins, on en manque partout. Exactement, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'on est dans un contexte global de manque de généralistes qui concerne tous les territoires, alors certains plus que d'autres, mais c'est vrai qu'en ce moment, forcément, beaucoup de collectivités veulent des nouveaux médecins et donc vont parfois se trouver un peu dans une situation de surenchère, proposer des aides plus intéressantes aux médecins, etc., pour attirer un médecin. Donc il y a aussi parfois des situations de surenchère. Et à contrario, vous avez des départements comme le Lot qui ont fait signer à leurs communes et interco une charte de non-concurrence où les communes s'engagent à ne pas déplacer tel plafond d'aide pour les médecins pour justement éviter cette concurrence. Mais encore une fois, c'est pas s'il n'y a que le Lot qui le fait et que les départements autour ne le font pas, ils vont se retrouver peut-être moins attractifs. Donc c'est vrai que dans ce contexte général de raréfaction de l'offre de médecins, il y aura toujours une situation de concurrence entre collectivités, c'est sûr. Est-ce que les bourses pour payer les études, justement, c'est un fonctionnement qui marche ? Moi, je me souviens de témoignages, notamment dans certaines zones de collectivités qui avaient payé les études et où les médecins, une fois que les études étaient terminées, réussissaient à rembourser ces aides. Là-dessus, non. Encore une fois, ça fait partie de cette zone grise, c'est-à-dire que ça fait partie des choses qu'on aimerait creuser, mais on n'a pas de retour, on va dire, d'un point de vue national sur toutes ces bourses qui ont pu être octroyées et de ce que ça a produit. Comme vous dites, il y a sûrement des étudiants qui sont restés, d'autres qui ont racheté leurs bourses. Impossible de répondre, mais donc ça fait partie de ces choses aussi, qui est aussi toujours un enjeu. On parlait au début de pourquoi il y a des déserts médicaux. Et dans les réponses à apporter, il y a aussi évaluer tout ce qui a été fait pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc sur les bourses d'études, on n'a pas de recul. Sur les maisons de santé pluridisciplinaires, leur nombre a vraiment augmenté ces dernières années. Vous allez nous dire de combien à combien on est passé. Mais c'est vrai que c'est un levier notamment pour les intercommunalités qui ont décidé de se saisir de cette compétence santé et de pouvoir agir avec ce rôle qu'on retrouve souvent pour l'interco, qui est un rôle de coordination en tout cas, et qui peut être intéressant. Oui, complètement. C'est une réponse assez récente et plutôt consensuelle. Donc ça, c'est intéressant. Des différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2007, depuis Roselyne Bachelot qui avait lancé un grand plan d'équipement en maison de santé en milieu rural. Donc on va dire consensus politique, puis consensus des acteurs aussi de l'assurance maladie, qui voient dans l'exercice coordonné un gage de qualité des soins, d'efficience aussi, et puis chez les médecins, on en parlait au début, le fait d'exercer en groupe, à plusieurs. Donc on a quand même autour de cette réponse un consensus, on va dire déjà dans l'idée. En plus, on a des évaluations dessus, mais on comptait à peu près, pour répondre à votre question, une vingtaine de maisons de santé, on va dire à la fin des années 2010. On en a plus de 2000 désormais, qui sont principalement implantées, en tout cas initialement, dans les territoires ruraux sous-dotés. C'était vraiment leur objectif, et qui maintenant se diffusent un peu plus sur tout le territoire. Mais ça, c'est une vraie réponse consensuelle. Les collectivités ont la main, puisqu'elles vont récolter les subventions, elles vont pouvoir monter le projet immobilier,
Alors, on sait que c'est mieux quand elles le font en partenariat aussi avec le projet professionnel des médecins, infirmiers, etc. Mais ça fonctionne bien. Et donc, nous, on a fait une étude là-dessus avec Julien sur qu'est-ce que ça produit en termes d'évolution de l'offre médicale. Et donc, on se rend compte qu'entre 2004 et 2017, pour faire simple, les territoires qui ont une maison de santé, on a comparé l'évolution à des territoires similaires mais qui n'en ont pas. Et on voit qu'en fait, y compris dans les marges rurales peu attractives, on voit qu'il y a quand même un effet très positif de ces maisons de santé sur les installations de jeunes médecins. Donc ça, c'est dans tous les territoires, y compris les territoires les moins attractifs. Donc ça, c'est prometteur pour la suite. Ça veut dire qu'on a quand même un levier qui fonctionne, puisque les médecins libéraux, une fois installés, on sait qu'ils bougent assez peu. Donc on a une réponse structurante aussi sur l'offre de soins de demain. En tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a montré avec cette première étude, mais en tout cas, ça fonctionne et ça permet de résorber en partie les inégalités territoriales d'offre de soins, donc de combler un peu les déserts médicaux. Quelles sont les conditions de réussite de ces maisons de santé pluridisciplinaires ? On le sait, si on fait juste un bâtiment et qu'on appelle les médecins pour leur dire venez, vous allez voir, c'est génial, ça ne marche pas. Ça dépend. Il faut ce qui ressort d'enquêtes un peu plus qualitatives, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une co-construction, c'est-à-dire qu'il faut que le projet professionnel, c'est-à-dire comment on va travailler dans la structure, ça se soit vraiment porté par l'équipe soignante, les médecins, infirmiers, kinés, etc. Et puis la partie immobilière doit se faire en concertation avec les élus locaux pour que ça corresponde un peu au projet professionnel et que ça puisse marcher. Donc ça, c'est une bonne pratique déjà, c'est que les élus locaux et les professionnels de santé soient d'accord sur les besoins et sur décrire le projet. Et après, vous avez beaucoup de configurations qui peuvent marcher dans certains territoires, moins dans d'autres. Vous avez des territoires où c'est plutôt un bâtiment unique qui fonctionne bien, où tout le monde se retrouve. Vous en avez d'autres où vous avez plutôt des pôles un peu dans différentes communes où ils sont en réseau, ça peut fonctionner. Vous en avez d'autres où c'est une maison principale avec une petite antenne une fois par semaine dans une commune un peu plus éloignée, etc. etc. Donc ça dépend vraiment des territoires. Voilà, mais vous avez différentes réponses qui peuvent marcher. C'est pas forcément une maison qui regroupe tout le monde à chaque fois. Et avec l'idée de se dire on travaille ensemble, c'est bien ça en tout cas, c'est de travailler entre médecins, mais aussi d'aller coopérer avec des kinés, des sages-femmes, des pharmaciens, pouvoir avoir cette vision d'ensemble, pouvoir se reposer les uns sur les autres. Mais ça pose quand même aussi une question, c'est qu'en France, on manque de soignants au pluriel, en fait, pas que de médecins. Exactement, et ça passe quand même par deux choses sur lesquelles pourquoi on a eu aussi une explosion des maisons de santé, de leur nombre en tout cas. Vous avez eu des aides pour la construction de ces structures, le plan d'équipement, plusieurs. Vous avez des aides au fonctionnement aussi, versées par l'assurance maladie, et donc les maisons de santé sont une entité juridique qui peut recevoir, sous réserve de certains critères, une enveloppe annuelle par l'assurance maladie, sous réserve de faire des actions qui garantissent un accès aux soins meilleur pour les populations, etc. Et donc cette enveloppe, elle sert concrètement à financer de l'exercice coordonné entre professionnels de santé. Voilà, ça va être d'acheter des équipements pour des réunions, ça va être de financer du temps de réunion, de coordination, etc. pour que vraiment les professionnels restent des libéraux payés à l'acte, mais ils ont en plus des temps collectifs dans lesquels justement ils peuvent être en partie rémunérés grâce à cette enveloppe. Et c'est ça qui fait que ces maisons de santé peuvent être différentes de structures, de groupes plus simples, où il n'y a pas forcément d'exercice coordonné, un peu formalisé. Donc oui, c'est justement un des intérêts de ce type de structure, c'est ces nouvelles manières de travailler en équipe. Et est-ce que c'est pas le rôle des collectivités finalement que de mettre tout le monde autour de la table, d'animer la coopération? On le sait, c'est important et ce n'est possible que quand on l'anime cette coopération, qu'elle peut fonctionner. Oui, et vous avez par exemple aussi certaines collectivités alors qui peuvent utiliser des fonds de l'Agence régionale de santé pour justement, vous pouvez recruter un animateur territorial ou un coordinateur de maison de santé. Alors souvent, c'est pas forcément un temps plein pour une maison de santé, mais ça peut être un coordinateur
qui se déplace de maison en maison et qui va être financé par un département, par un fonds de l'Agence régionale de santé et qui vient justement apporter ce lien aussi et décharger les professionnels de certaines tâches. Oui. Sur la liberté d'installation, qui est un des gros sujets du moment, le gouvernement a très clairement dit qu'il n'irait pas sur cette question. Pourtant, les collectivités ne réclament finalement que ça, d'aller pouvoir obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Est-ce qu'à l'étranger, il y a des exemples qui montrent finalement qu'en touchant à cette liberté d'installation, on a des résultats? Alors, c'est une problématique... Alors, à l'étranger, il y a plusieurs choses. Hein. D'abord, la littérature internationale nous enseigne, pour faire simple, que quel que soit le niveau de développement et d'organisation des pays, le problème de l'inégale répartition des professionnels de santé, c'est un problème global. Vous en avez aussi bien en Australie, au Japon, aux États-Unis, au Canada qu'en Afrique, en France, au Moyen-Orient, etc. Donc ça, c'est vraiment ce problème d'inégale répartition, c'est vraiment global. Après, il y a différents types de réponses qui peuvent être apportées par les pays. Vous avez, on en a parlé, des pays qui ont choisi la voie incitative, principalement, attirer les médecins, les soignants dans ces territoires sous-dotés. Et ensuite, vous avez des pays qui ont des réponses plus soit coercitives, soit plus en termes de régulation de l'installation. Il faut bien dissocier les deux, mais on a par exemple des pays qui vont dire vous êtes médecin, vous êtes affecté à tel endroit et c'est comme ça. Vous avez d'autres pays comme l'Allemagne par exemple qui ont plutôt décidé de réguler l'installation dans les zones les mieux dotées en médecins, c'est-à-dire qu'en fait peuvent s'installer dans les territoires considérés comme mieux dotés que des médecins qui remplacent des médecins partant à la retraite. Donc vous avez ces différents types et nous on se situe donc dans la partie plutôt incitative pour les médecins, mais ce principe de régulation de l'installation on l'a appliqué pour les infirmières libérales, les kinés, les sages-femmes, les orthophonistes, les dentistes en France. Donc qu'est-ce qui marche pas? En Allemagne, on sait que ce dispositif existe depuis, alors, on va dire, la fin des années 90. Il est reconduit, mais en fait, c'est un travail entre les syndicats de médecins et les gouvernements locaux. Et en fait, ça fonctionne bien puisqu'ils s'entendent sur ce principe, etc. Chose qui n'est pas encore le cas en France, où les syndicats de médecins sont plutôt contre cette idée. Donc, c'est pas forcément réplicable en France, en tout cas à l'heure actuelle. En quoi c'est une solution ? En fait, est-ce que ça oblige réellement les médecins à aller dans les déserts médicaux? C'est compliqué en tout cas à court terme. Et dans le contexte actuel, où on a plus de médecins qui partent à la retraite, qui ne s'installent, et ce partout, dans tous les territoires en moyenne, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va changer la donne, puisqu'on manque de médecins, etc. La question, en revanche, donc encore une fois, soit de réguler l'installation, soit d'obliger. Actuellement, avec les problèmes qu'on a, ça va pas être le levier le plus efficace. Et on ne connaît pas en fait ce que ça va produire comme effet. On ne sait pas si ça va détourner des étudiants de médecine de ces études. On ne sait pas si certains médecins vont se déconventionner, etc., etc. Pour autant, l'idée dans un contexte peut-être à un horizon plus loin, où on verrait les effectifs de médecins généralistes augmenter de nouveau, de se dire les dispositifs jusqu'alors n'ont pas marché suffisamment, il faut rééquilibrer un peu ça et à ce moment-là de dire on va peut-être limiter les installations dans les zones les mieux dotées, pourquoi pas? Mais dans le contexte actuel de manque de médecins et de raréfaction, ça ne servira à rien. Ça ne résoudra rien puisqu'on pourra s'installer de toute façon dans ces zones. Si on applique le principe un départ pour une installation, même dans les zones mieux dotées, vous avez plus de départs, donc on pourra quand même s'installer. Donc voilà, ce ne sera pas utile à court terme en tout cas. C'est vrai que dans votre note que vous avez fait dans le cadre de la dernière élection présidentielle pour Terra Nova, on voit bien cette idée. Vous avez utilisé les termes « il ne suffit pas d'eux »,« il ne suffit pas d'eux » plusieurs fois. Et on voit bien à travers vos propos qu'en fait ce n'est pas une mesure qui va réussir à travailler autour de cette question des déserts médicaux, mais les déserts médicaux sont une question complexe. Oui, tout à fait, et c'est un peu la question de la liberté d'installation. Il faut bien comprendre que
Ça peut être une idée qui apparaît séduisante, mais on l'a vu, la désertification médicale, c'est un ensemble de causes qu'on a bien identifiées. Il faut apporter des réponses à chacune de ces causes, donc c'est pas forcément une réponse simple qui va tout résoudre. C'est vraiment, il faut jouer sur plusieurs leviers. Il faut jouer sur la formation, il faut jouer sur le fait de faire connaître. Donc la formation concrètement, c'est aussi faire connaître les espaces ruraux aux médecins généralistes, d'avoir plus de maîtres de stage dans ces territoires-là. On peut aussi se dire, tiens, ce qui marche bien à l'étranger, ils recrutent des médecins au profil géographique varié, donc ils recrutent davantage de médecins qui viennent de zones rurales, et on se rend compte qu'ils s'installent davantage dans ces zones. Donc on peut aussi repenser notre formation comme ça. Alors à court terme, ça ne va pas apporter de réponse avant 2035, parce qu'il faudra que ces médecins se forment puis qu'ils s'installent, mais on peut aussi se dire que c'est plus compliqué que ça, et que revenir sur la liberté d'installation ne suffira pas en tout cas à répondre à cette problématique qui est complexe, qui englobe donc des choix individuels des médecins, des politiques de formation, des différentes attractivités entre territoires, etc., etc. Donc c'est vraiment, encore une fois, un problème complexe auquel il faut apporter des réponses, là aussi, différentes, échelonnées dans le temps et aussi, encore une fois, adaptées au territoire. C'est-à-dire que faire des centres de santé dans certains territoires, si ça fonctionne et que ça correspond à une demande des médecins locaux, très bien. Mais il y a aussi des exemples de territoires, d'interco, où ils ont essayé ça ne marchait pas. Donc voilà, il faut aussi s'adapter et faire du sur-mesure et laisser la main justement aux intercos aussi davantage sur cette question pour innover, expérimenter et trouver des réponses pour demain. Merci Guillaume Chevillard d'avoir parlé de ce sujet des déserts médicaux avec nous. Je vous en prie. C'est la fin de ce 4e épisode de notre podcast. Retrouvez l'ensemble des liens évoqués par Guillaume Chevillard dans la description. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.